L'escale de Jeanne d'aujourd'hui ressemble à un accostage en terre totalement inconnue. Mon invitée, je l'ai souvent rencontrée, lue, mais elle reste pour moi pleine de mystères. Toujours dans un mouvement intérieur, on monte dans cette espèce de promenade, et je ne la connais pas bien, c'est pour ça que je suis en terre inconnue. Bonjour Claire Boitel. Bonjour Jeanne Orient. Je sais que vous êtes fascinée par les toupies. Vous écrivez « Le sacrifice de la toupie au profit de son idéal » qui est le mouvement pur. Le mouvement. Pourquoi la toupie et le mouvement? Ça ressemble à l'artiste en fait qui se sacrifie au profit de son œuvre finalement, qui devient son œuvre, qui se purifie, se glorifie, se transfigure dans son œuvre. Donc pour vous c'est ce mouvement qui se... Voilà, il y a un mouvement qui emporte complètement l'artiste. Et voilà, et l'artiste se transforme en écriture en fait. Enfin, génial. Je parle de l'écrivain. Je ne regarderai plus jamais de la même façon une toupie et son mouvement. Claire, souvent dans vos livres, on a l'impression qu'il y a un double personnage. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui, votre double? Alors, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un double, mais c'est vrai que quand j'écris, je suis toujours étonnée après de ce que j'ai écrit. Comment expliquer ça? Bon, je me trouve assez banale en tant qu'être humain, mais quand j'écris, enfin, quand je lis ce que j'ai écrit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de l'ordre d'une certaine magie, qui fait que effectivement on peut parler d'un double en écriture, c'est-à-dire que alors que j'ai pas une vie trépidante, j'arrive à mettre des choses qui sont qui sont plus exaltantes dans mes livres que dans ma vie. Voilà. Donc votre vie au fond c'est un peu les personnages de vos livres et vous dans le livre. Voilà, il y a les personnages qui sont quelque part quand même une projection de soi. Forcément, on ne peut pas écrire ex nihilo. Oui. Voilà, il y a toujours des espèces de mouvements, là encore, qui traversent les personnages, qui sont mes propres mouvements peut-être, même si les personnages en question, c'est pas moi, évidemment, je suis pas... Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas une assassinée. Oui. Donc, mais en fait, c'est des mouvements qui me traversent, qui se concrétisent dans les personnages, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. De toute façon, c'est toujours un peu la même chose, mais quand on écrit, on recrée un monde. Oui. Alors c'est pas le monde des rêves, puisque le monde des rêves, enfin moi je rêve beaucoup et j'ai toujours l'impression que c'est la réalité, mais c'est même incroyable parce que cette nuit j'ai rêvé des choses où j'inventais des mots qui... Après je me suis dit en me réveillant, mais ça n'existait pas ces mots, mais c'est comme si j'étais dans une réalité, mais vraiment une vraie réalité, mais c'est évidemment moi qui l'a créée, ça vient pas de l'extérieur. Eh bien, quand on écrit comme ça, on est capable d'inventer une autre réalité, un autre monde où forcément on est en double, en triple, en quadruple. Alors justement, votre livre La nuit et toi, aux éditions Fables Fertiles, c'est une très belle maison d'édition, une jeune maison d'édition, est un livre noir où l'effrayant cohabite avec la vie. Vous m'aviez parlé de Dracula là. Oui, j'ai parlé de Dracula parce qu'il y a une histoire de miroir. En fait, ce qui m'avait fasciné chez Dracula, c'est qu'on ne peut pas le voir dans les miroirs. Et aussi, évidemment, ces histoires d'emprise sur les gens, où les gens subissent, enfin, les gens qui ne sont pas... enfin des sortes de victimes subissent, mais en même temps, il y a une forme d'amour là-dedans. Oui. Je trouve, voilà. Donc il y a un amour qui est vampirique. Vampirique.
Voilà, ça me fascine, l'amour vampirique. Et la façon, l'emprise, comment l'autre c'est à l'emprise. Oui, comment... et moi je suis les deux à la fois en fait. C'est pour ça que je suis fascinée par ça, parce que je suis capable d'être sous emprise. Mais... Et de faire emprise. Alors je fais emprise sans faire emprise, mais disons que je fais emprise quand j'écris en tout cas. Oui, c'est vous qui avez la main. Voilà, dans la réalité je ne suis pas du tout comme ça. Oui. On dirait que les personnages, donc justement, entre autres de ce livre, sont shootés au noir et qu'ils n'ont pas basculé. Et pourtant, vous avez tout le temps un appel à la vie dans tous vos livres. Ce sont des livres noirs, mais en même temps, il y a cet appel à la vie. Pourquoi? Eh ben, il y a un appel à la vie parce que je suis moi-même très vivante, voilà, jusqu'à présent en tout cas. J'étais même en comment dire, sur force pendant très longtemps. Donc, même maintenant, je suis jamais malade, non. On touche du bois. Voilà, on touche du bois, mais quand j'étais petite, j'étais en surpuissance, voilà le terme que je cherchais. J'ai été très très longtemps en surpuissance, ce qui a fait que j'ai fait beaucoup de sport, évidemment, parce que un corps en surpuissance a besoin de s'exprimer, on ne peut pas rester assis. Vous étiez un enfant actif, comme on l'appelle aujourd'hui. Oui, j'étais active, j'étais très sage, hein, en même temps j'obéissais aux ordres. Ce livre, donc, La nuit et toi, donc c'est EST, on le montrera tout à l'heure, est très sensuel. Cette sensualité qui est à la fois belle et vénéneuse un peu, sensuelle, très sensuelle. Claire Boitel est sensuelle. Oui, c'est aussi c'est lié à cette bonne santé, entre guillemets. C'est vrai que quand on est malade d'une façon ou d'une autre, on perd très vite tout ce qui est sensualité. La sensualité, en fait, c'est la santé. C'est une excellente santé conduit à toujours plus de donc à l'appel de la peau. Voilà. Voilà, donc... Et justement, quand j'écris, j'écris uniquement quand quand je me sens très en forme de cette façon-là, enfin de cette façon-là, de toutes les façons. Ils vont nous couper la vidéo, ils vont croire qu'on est en pleine porno. Non, mais cette forme qui fait que il y a des choses en moi qui peuvent jaillir, exulter, jaillir, etc. Et quand je suis pas en forme, enfin bon, quand je suis moins en forme, quand je suis un peu plus, voilà, eh bien à ce moment-là, je préfère ne pas écrire parce que il faut pas que j'écrive n'importe quoi, juste faire du remplissage, etc. J'ai hors de ça. Ça m'est déjà arrivé une fois. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit tiens, je vais écrire, mais en fait, j'avais pas la condition physique. Vraiment extrême. C'est intéressant cette condition physique qui doit être vraiment d'être en forme pour écrire. Alors en forme, mais alors c'est un peu compliqué parce que en forme, parfois on peut être fatigué, mais en fait on arrive à sortir les choses. Même en sport, c'est pareil. Par exemple, on peut être fatigué, enfin moi je fais beaucoup de natation, donc il m'est arrivé d'être fatigué. Et pourtant, j'arrivais à sortir tous les ressorts de ma force dans la nage. Mais ça, c'est une chose qu'on sait uniquement quand on commence l'activité, bien sûr. Alors, la sportive, j'ai une photo. C'est vous, ça? On va la montrer. Voilà. Claire dans le bleu, en train de... Je pagayais. Pagayer, voilà. Et vous faites de la peinture aussi, je crois. Alors, j'ai fait beaucoup de peinture et de dessin, même si, en fait, ces dernières années, j'ai arrêté. J'en avais fait vraiment beaucoup, hein, des centaines et des centaines. Oui, à un moment donné, je faisais ça énormément. Et puis après, je me suis dit, comme j'écrivais, bon, j'ai jamais arrêté d'écrire, mais je ne pouvais pas mettre mon énergie vitale dans m'éparpiller, en fait. Et je me suis dit, j'écris quand je me sens vraiment dans cette condition miracle où je peux écrire des choses qui après vont me plaire. Je préfère passer par l'écriture et pas me disperser, voilà. Donc voilà, je suis comme ça. C'est bien. Alors justement, vous êtes la petite fille d'un peintre, Maurice Boitel.
Oui. C'était un peintre d'une certaine lumière, je dirais. Oui. Et vous, entre-temps, vous avez, bien sûr, vous racontez que vous faites de la peinture, mais vous écrivez beaucoup au noir. C'est pas tellement... Alors, vous m'avez dit que dans votre enfance, vous avez quand même, ça n'a rien à voir d'écrire au noir, mais vous avez un peu vécu isolé. Alors, mes premières années, j'étais quand même assez isolée, enfin, notamment des autres enfants, même Oui. si j'ai un frère qui est né quasiment 4 ans après moi. Donc, mais j'étais souvent, je suis allée justement dans la nature pendant que mon grand-père peignait, donc j'allais faire des séjours avec mes grands-parents dans la nature, donc j'étais vraiment quand même livrée à moi-même dans la nature, mais la nature, hein, comment dire, il n'y avait rien. Oui. Et en même temps, j'avais pas beaucoup de jouets, donc j'étais principalement en train de me sentir investie par la puissance de la nature. En fait, c'est une grande puissance quand on se laisse aller à la perception de ce qui nous entoure. D'ailleurs, enfin, je veux dire à l'âge adulte aussi. On se laisse envahir par cette perception de la nature qui nous entoure, qui est une espèce de grande force qui peut, après, justement, entrer en nous pour nous donner de la force. Et quand vous en avez besoin maintenant, quand vous êtes en pleine ville, vous aimez repartir vers la nature? Oui, mais c'est-à-dire que la nature, en fait, c'est ma patrie. Oui. C'est mon pays. Mais quel que soit, parce que j'ai quand même eu la chance de voyager un peu et d'être dans des natures totalement différentes. Donc quand j'arrive dans une nature, c'est comme si je retrouvais une amie. Oui. Je n'en ai pas peur. Vous êtes chez vous, c'est votre patrie. Voilà, la mer par exemple, même quand elle est démontée, je peux me baigner dedans. Enfin bon. Les éléments. Voilà, j'ai pas peur parce que je connais bien. En fait, c'est quand on connaît quelque chose, on n'en a pas peur. Donc quand on connaît la nature, on sait que ça peut être dangereux, par exemple un orage, donc on ne va pas rester sur une route déserte sous un orage, bien sûr, mais on sait à peu près ce qu'il faut faire avec la nature, comment se comporter dans la nature. Voilà. La nuit et toi est incontestablement un livre sur l'identité. Vous flottez entre les deux personnages et vous osez le jeu. Dans ce livre. Oui. Oui, parce que je suis entrée, où ils émanent de moi, ces personnages. Voilà. Et le miroir, donc, dont vous avez parlé tout à l'heure, vous écrivez, il est terrible ce miroir, non pas envers le physique, mais envers le regard. Oui. Oui, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc cette histoire de... Bon, après j'ai été encore seule dans mon adolescence, j'étais assez seule, je passais ma vie à lire. Et du coup, le miroir, en fait, mon miroir, il est là. Oui. Il y a sûrement des miroirs, mais ils sont cachés à l'intérieur de moi. Oui. C'est pas des miroirs extérieurs. Oui. Mais d'ailleurs, bon, normalement le miroir est extérieur. Le miroir, c'est le regard d'autrui. Oui. Voilà. Mais moi, j'ai pas eu tellement cette expérience du regard d'autrui. Donc, mon miroir, c'est moi qui l'ai façonné. Donc, finalement, maintenant, je fais davantage attention au regard d'autrui, mais pendant très très longtemps... Il n'y avait que votre regard. Voilà, donc finalement, ce que les autres pouvaient penser de moi, ça m'était un peu égal. Voilà, et donc c'était des regards, enfin des miroirs enfouis, que j'avais fabriqués moi-même, plus ou moins. On peut corrompre un miroir? On peut tout faire, hein, avec tout. Je crois que, voilà... Mais c'est vrai que le miroir est fascinant parce que comment dire, il reste toujours égal à lui-même. Hein. Donc c'est notre façon de regarder qui fait le miroir. Oui, et puis en fait, tout passe et le miroir, il y a une notion d'éternité dans le miroir. Oui. Il peut se passer n'importe quoi, il reste zen, le miroir. Et en plus de ça, il va être éternel, puisque, enfin,
la surface du miroir ne va pas bouger. Mais c'est peut-être aussi en contraste avec moi qui est... Enfin, j'aime bien les choses qui ne bougent pas comme ça, qui sont bien assises dans la vie, etc. Parce que moi, je suis un peu plus mouvante. Donc, Oui. je suis attirée par mon contraire, quelque part. Oui. Donc vous avez besoin surtout que les choses soient assez stables, les objets entre autres, pour que vous puissiez vous mouvoir. Oui, et vous avez raison de parler des objets, parce que les objets, en fait, ont été vraiment ma première expérience de sensualité, quelque part. Parce que je me souviens que donc j'avais pas énormément de choses à disposition, mais j'avais des petits personnages, surtout des petits animaux en bois, comme on le faisait autrefois, de cette taille-là à peu près. Et je me souviens que dans ces petits, enfin j'étais toute petite, hein, ces petits personnages en bois que je manipulais, mais j'avais l'impression, à la limite, j'ai la même impression maintenant quand je manipule les mots, que cette sensation de quelque chose qui à la fois m'appartenait et à la fois ne m'appartenait pas. Oui. Voilà, les objets, d'ailleurs j'ai un rapport aux objets extrêmement fort. Ouais. Alors, vous avez écrit un très beau livre justement, Claire, Objet de la demoiselle. Et il a été édité aux éditions Librairie Galerie Racine. Combien j'ai aimé cette demoiselle et les objets. Vous dites, comme un miroir qui ne peut être altéré, l'image qui s'y reflète est une forme d'éternité. C'est l'éternité de la demoiselle. Qui est cette demoiselle? En fait, le livre entier est un portrait, une sorte de portrait chinois grâce aux objets. C'est le portrait de la demoiselle, justement. Pour l'instant, c'est un mystère. Mais vraiment, je crois qu'en lisant tous vos livres, bien sûr, La Nuit et toi aussi, qui est le dernier, un des avant-derniers, et l'objet de la demoiselle, on a vraiment une sorte de lecture de votre écriture. Parce que l'objet de la demoiselle, ce sont des scénettes, presque un film muet. Et de temps en temps, il y a une légende. Enfin, bien sûr, c'est une écriture, mais j'ai eu cette impression. Et là aussi, c'est votre rapport à l'objet. Il y a beaucoup de sensualité dans ce livre, dans le sens du toucher, du regard, de l'existence de l'objet. Oui, je suis assez observatrice aussi. Quand est-ce que vous lâchez prise dans vos livres? Parce que même dans celui-là, vous n'avez pas vraiment lâché prise. Alors, dans celui-là, en fait, donc il y a quand même quelques parties un peu lyriques, des envolées. Envolée lyrique, donc ça on peut dire qu'on lâche prise parce que j'ai écrit ça comme ça, même sans réfléchir à la limite. Voilà. Sinon les autres objets, enfin c'est pas vraiment toujours des objets, les autres objets et concepts, j'ai quand même bien réfléchi à justement essayer de prendre une chose qu'on a l'habitude de voir et à la transformer en chose profonde et inhabituelle. À avoir ce regard, même la banquette qui est là, on peut la transformer en fait. On peut la voir comme une banquette premier degré, et aussi on peut la transformer en quelque chose de très intéressant. Voilà, il suffit de pouvoir regarder et puis après écrire. Vous faites bouger les objets, donc un peu comme les tables qui bougent, etc., à votre façon. Oui, c'est ça. Alors, justement, dans l'objet de la demoiselle, vous aviez déjà ce besoin de déconstruire et de fouiller, parce que vous avez bien fouillé quand même chaque objet. Voilà. En même temps, la posture de la demoiselle, tout. Et vous écrivez aussi quelque chose qui m'a frappé. On avait teint les lèvres de la demoiselle en rouge. Cette texture émet un léger parfum de rose. La peau nue échappée. Comment imaginer que le plus raffiné des cosmétiques puisse surplanter les cellules constitutives de la peau? On aurait un traité de dermatologie, et pourtant quelle poésie en ces mots. Oui. Alors un traité, c'est un traité aussi d'amour. Par exemple, quand on aime quelqu'un, on l'aime au point que les choses qu'il peut mettre sur lui, parfum, rouge à lèvres, enfin n'importe quoi, c'est moins beau que ses propres cellules, hein, bien sûr, parce que ce qu'on aime, c'est les propres cellules de la personne.
Vous avez un dernier livre qui s'appelle Tuer des roses, aux Oui. éditions Bureau. Et encore une fois, c'est une œuvre noire, toujours deux serial killers, etc. Et vous avez une forme de fascination pour la rose, pour sa ténacité. Vous dites, parce que vous la comparez au lierre immortel, et vous dites, et elle qui change de robe jusqu'à en mourir. La rose vous fascine? Bah, moi, déjà quand j'étais petite, j'avais écrit enfin petite, j'avais 13 ans, mais j'avais écrit un poème sur la rose, Oui. que j'avais récité en classe en faisant croire que c'était un auteur enfin, connu qui l'avait écrit. Et la Toujours prof... ce double personnage. Non, mais la prof, elle avait cru, quoi. Et c'était, ça commençait par la rose est la plus belle des fleurs. Bon, ça c'est un peu banal, mais après j'ai écrit quelque chose mais dont je me souviens plus. Mais déjà, oui, la rose, c'est vraiment très beau parce que déjà elle est bien dessinée. Donc j'aime bien quand même que les choses aient un dessin. J'aime pas trop quand c'est éparpillé. J'aime bien quand c'est rassemblé et je suis assez synthétique de nature. Donc la rose c'est ça, et en même temps elle est pas finie. Oui. Enfin je veux dire par là qu'elle est pas Elle bouge tout le temps. oui voilà, elle bouge, elle peut s'ouvrir, elle peut aller vers l'infini, alors qu'elle est bien dessinée, elle est bien Oui. tracée. Non, ça c'est peut-être, enfin c'est pas forcément comme ça que j'écris toujours, mais je pense que si on écrit, ça peut être vraiment bien d'être à la fois dans une sorte de précision, une précision qui arrive à aller vers un effeuillage. voilà, vers un infini, Oui. vers un universel. Et la rose meurt à la fin. Alors la rose, elle peut ne jamais mourir en fait. Hein. Elle peut mourir, elle peut faire tout ce qu'elle veut, la rose. Et puis Elle peut piquer aussi. elle peut piquer, oui, j'y avais pas pensé parce que je suis très positive. Hein. Mais à tous ces stades, la rose, elle est jolie en plus Oui, de ça. c'est vrai. Bouton, après quand elle commence à devenir adulte. Et puis même après, quand elle meurt et quand elle souffre, si on garde des roses chez soi, on voit tous les stades. Et même, elle peut sécher. Et rester belle. Et même sèche, ça reste beau, oui. C'est beau ça. Je regarderai aussi les pétales de rose. Chaque pétale est beau. En plus de ça, la rose est une vraie réussite. Vous avez des certitudes. Vous êtes persuadé, peut-être que j'ai tort, qu'en marchant, vous trouverez des objets par terre. Chercheuse de hasard, de trésors, de pacotille, qu'importe. Mais vous avez cette impression, ou bien j'ai eu l'impression moi-même en vous regardant marcher, parfois quand je vous vois par hasard, parce que je vous rencontre par hasard, mais vous ne me voyez pas parfois, parce qu'on est dans les mêmes quartiers parfois. Alors, expliquez-moi pas cette certitude, mais non, c'est qu'est-ce pas que du vous tout. cherchez? Oui, enfin, c'est pas vraiment une certitude, c'est que je me suis aperçue toute seule, sans faire aucun effort. Quand j'étais petite, je trouvais des pièces de monnaie, bon, etc. Après, ça a continué, j'ai trouvé des billets. Alors, vous êtes une chercheuse d'or. Mais j'ai trouvé un billet une fois, j'attendais le tramway. Oui. Et derrière la barrière, côté voiture, comme j'ai tendance à regarder autour de moi, et je vois un billet qui était tombé là. Donc, je l'ai quand même ramassé. Et donc d'autres fois aussi j'ai trouvé des billets. En fait, c'est pas la somme d'argent que ça représente, parce que oui. c'est 3 fois rien, 10 euros, 20 euros. Bon. Mais c'est le fait de trouver, en fait, on a un grand plaisir quand on trouve quelque chose. J'ai trouvé des bagues aussi. Vous avez rendez-vous avec cet objet ou c'est très bizarre parce qu'en fait c'est comme si c'était le destin qui plaçait ça sur le chemin. Alors je parle pas de l'argent, l'argent et le destin non, mais les bagues par exemple. Oui. Donc une fois j'ai trouvé une bague vers les Halles là, incrustée incrustée dans une rainure par terre. Oui. Et j'étais contente parce que en fait c'est beau, c'est un objet qui est beau, qui vous arrive dans la figure. Et voilà, donc quelque part c'est un cadeau un cadeau gratuit. J'aime bien quand c'est quelque chose de gratuit qu'on trouve. On ne va pas l'acheter dans un magasin, on le trouve de façon gratuite. Donc ça lui donne une valeur qui en fait n'est pas sa valeur si on voulait le revendre à la salle des ventes, ça ne vaudrait rien. Mais ça donne une valeur sentimentale
affective à un objet. Donc c'est pour ça, je comprends mieux maintenant quand je vois de temps en temps. Non mais je cherche plus maintenant. Oui, je cherche plus. Mais je sais parfois, je trouve, mais je cherche pas. Parfois heureuse comme ça, je regardais pourquoi elle rit, elle a un sourire très heureux. Je comprends mieux maintenant. Oui, enfin c'était peut-être ça. Et donc, vous ne cherchez plus, vous ne regardez non, plus. Non, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à force de trouver des objets, là on a déménagé il n'y a pas très longtemps, et je m'étais rendu compte que en fait j'avais une table qui était pleine d'objets trouvés, plein de boucles d'oreilles aussi, mais très jolies, hein. Des boucles d'oreilles, des pendentifs, des machins, et ça remplissait une table entière. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé vraiment les choses qui avaient une petite valeur, puis tout le reste j'ai balancé dans des sacs parce que bon, je pouvais pas dans la rue pour que d'autres le trouvent. Oui, j'ai eu cette idée. J'avais trouvé pas mal de très jolis coquillages et grains de café. J'avais l'idée de les remettre sur la plage, mais c'était un peu compliqué. Donc, et puis voilà, il fallait. Vous êtes étrange, Claire, vous êtes étrange. Et très sympathique d'ailleurs. Je crois que c'est écrit depuis longtemps. C'est Paul Farelier qui disait de vous, de votre écriture, que vous êtes un peu détourné de l'expression explosive des 50 très abrupts qui faisait partie de votre style, avec des allures de gratuité et d'instinct. Et maintenant, il y a un intime beaucoup plus explicite et certainement une part émouvante de confession dans votre écriture. Est-ce vrai? Oui, il y a une très grande évolution parce qu'au début, quand mes premiers recueils de poèmes, j'avais 25 ans. Et c'était effectivement une écriture pas automatique, mais un peu surréaliste et explosive. Effectivement, j'associais les mots, ça faisait des explosions. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans une continuité, même si j'ai envie que ce soit extraordinaire à mes yeux en tout cas. Mais je suis beaucoup plus dans la continuité. Et d'ailleurs, au début, c'était de la poésie. Maintenant, je suis passée plus dans la prose. Et dans la prose, forcément, il y a une continuité. On ne peut pas s'amuser à faire des explosions et c'est tout. Donc, voilà. L'écriture, c'est vous, mais aussi vous avez eu une vie, je dirais, un peu compliquée à un moment. On va oser aborder un sujet très simplement. Vous avez eu deux filles, et vous avez deux filles magnifiques et qui sont, je crois, sourdes. Oui, alors ça a été en fait, donc déjà je voulais avoir des enfants parce que j'ai un fort instinct maternel. Et donc j'ai eu des enfants, donc j'étais très contente. Le problème, c'est qu'elles étaient sourdes, voilà, profondes ou sévères profondes. Et donc ça a été un chemin de croix au début. Donc on s'en est beaucoup occupé. Et ça a pris une immense partie de ma vie. Alors c'est vrai que de toute façon, on s'occupe de ses enfants, hein. Mais là, on s'en est occupé, leur père et moi, beaucoup plus, infiniment plus. On allait tout le temps au centre d'orthophonie, on allait... Puis en plus de ça, elles étaient très malades quand elles étaient petites. J'allais chez le médecin toutes les semaines en fait. Donc c'est vrai que ça a été une suroccupation énorme par rapport à ça. Mais en fait, ce qui est étrange, c'est qu'avant de savoir qu'elles étaient sourdes, j'avais compris qu'il fallait que je fasse beaucoup de mimiques expressives. Oui. Mais ça, je ne m'étais jamais posé la question. Mais après, je me suis dit, mais à l'époque, quand elles étaient bébés, pour être bien en communication, oui. je forçais les expressions du visage pour qu'elles comprennent mieux. Et après, je me suis rendu compte que c'est parce que, effectivement, inconsciemment, j'avais intégré le fait que c'était par là que je pouvais, par le visuel seul, que je pouvais communiquer avec elles. Bon, après, elles ont été appareillées, donc là, elles entendent quand même avec les appareils. Et puis, on les a énormément aimées, aidées, etc. Donc maintenant, elles sont qui ont une belle carrière aussi, non? Oui, voilà, elles sont à l'université et elles ont... moi, quand je les vois maintenant, évidemment, je sais qu'elles ont ces problèmes de surdité, mais comme j'ai pas eu d'autres enfants, à la limite, je n'ai pas vu la différence. Et donc, pour moi, elles sont normales, quoi, entre guillemets.
Et puis on a eu de la chance aussi parce qu'elles étaient très intelligentes, donc elles ont pu rattraper ces petites années où elles n'étaient pas appareillées. Donc Oui. Et après être capable de lire, d'écrire très bien, même de parler très bien. Et elles ont eu... donc la première, elle a eu 20 sur 20 au grand oral, par exemple. C'est formidable. Oui, oui, elles parlent mieux que moi. Parce qu'à force de les entraîner, elles parlent très bien, s'expriment très bien. Et donc, bah, évidemment, ça a été C'était une épreuve quand même. Ah bah, surtout les 4 premières années, c'était, Oui. on peut le dire, l'enfer. C'était l'enfer. Ouais. J'en ris maintenant parce que c'est du passé. On rit toujours des problèmes du passé, mais c'était... Bah, c'est-à-dire qu'en plus, elles étaient rapprochées. Donc 16 mois et demi de différence, donc coup sur coup. Donc, si elles avaient été jumelles, on aurait pu s'occuper d'elles de la même façon en même temps. Mais là, avec cette petite différence, elles avaient des... Enfin, leur vie était différente, donc il fallait faire ça en même temps. Oui, oui, c'était extrêmement difficile, mais bah, on était obligé de s'en sortir, on s'en est sorti. Et là, effectivement, maintenant, elles sont tout à fait bien, tout à fait... Elles étaient très bien dans leur peau. Je crois que c'est beaucoup d'amour que vous avez... Oui, ah oui, ça c'est... mais je leur ai sauvé la première, je lui ai sauvé la vie plusieurs fois en plus de ça. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, elle a mis des petites ailes de fée. Et j'arrive dans la chambre, je vois que les jambes qui dépassaient de la fenêtre et on est au 7e, enfin on était au 7e étage. Et donc je me suis pas affolée, donc je suis allée et puis je l'ai remise. Et elle avait installé une petite table, alors la table je l'ai balancée, une petite table sur laquelle elle avait grimpé. Et elle avait donc ouvert la fenêtre, je sais pas. Et elle avait en fait, en bas de l'immeuble, il y avait un petit ballon. Et donc avec ses petites ailes, elle croyait qu'elle allait pouvoir le rejoindre, le petit ballon, pour aller le chercher. C'est terrible, et c'est beau en même temps. Oui. La projection qu'elle avait. Oui, mais elle a beaucoup vécu dans l'imaginaire. Après, elle a fait beaucoup de dessins. Et ça a influé tout ça sur votre écriture, Claire, après? Vous écriviez pendant ce temps-là? Moi, j'ai jamais arrêté d'écrire, en fait. Oui. Mais bah, l'écriture a... C'est qu'on a le temps de s'occuper de ses enfants quand ils ont parfois un peu des soucis et de continuer à écrire. Il me semble avoir toujours écrit, mais comme j'écris très vite, c'est pas une question de temps, à la limite c'est une question d'énergie vitale. J'aime beaucoup cette notion d'énergie dont vous parlez toujours. Mais pour moi c'est très important, parce que on écrit, c'est quand même une substance qui vient de soi. Il faut vraiment être en forme, quoi, parce que... Alors, j'ajoute juste que j'ai vu la photo de vos filles, vous m'avez fait cette joie, et elles sont magnifiques. Voilà. Claire, on va jouer à question-réponse. Je vous donne un mot, vous me donnez une phrase. Si je vous dis double. Alors, je vous dis simple. Si je vous dis joie. Je vous dis vie. Écrire. Écrire, voilà, écrire, c'est consubstantiel à moi. Je ne peux pas dissocier ça de... Donc c'est voix. Plume. Pardon? Plume. Plume, c'est la légèreté. C'est à la fois l'oiseau et l'écriture, bien sûr. Chercher. Trouver. Miroir. J'ai envie de dire le contraire. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, néant. C'est beau. Peut-être aussi. Vous savez, c'est pas ce qu'il y a derrière. Mourir. Mourir? Oui. Mourir, bah, j'ai envie de dire, ça ne devrait pas exister. Je suis d'accord avec vous. Je souhaite revenir à ce miroir, Claire. Je suis hantée par vos miroirs parce que je les vois partout. En même temps, il y a quelque chose entre vous et le miroir et avec le miroir qui est incroyable. Alors, le miroir, je reviens au fait qu'on peut le rompre, mais vous n'avez jamais cassé le miroir.
Alors, j'ai pas cassé de miroir, mais j'ai vu des miroirs cassés. Oui. Notamment par l'une de mes filles un jour. Et vous croyez que ça porte malheur? Casser un miroir, bah non, parce qu'après ça s'est plutôt mieux passé. Voilà. Donc c'est faux. Donc vous faites tomber une superstition monumentale. Oui, oui, parce que en fait, elle était très jeune, hein, évidemment. Elle a carrément donné un coup de poing dans un miroir qui s'est cassé. Et après, bah, ça n'a été... enfin, je veux dire par là qu'il n'y a pas eu de catastrophe dans les années qui ont suivi. Je reviens à La nuit et toi. Aux éditions Femmes Fertiles, ce titre, est-ce que parce que vous n'avez pas osé de dire La nuit et le ST moi, parce qu'il y a une forme de retrait chez vous, toujours, de nuit peut-être, parce que la nuit peut être étoilée aussi, c'est pas une nuit noire. Oui. Ou bien non, le titre s'est imposé tout de suite comme ça, sans chercher plus. La nuit et toi, c'est pour dire... c'est pour dire une certaine distanciation peut-être. Oui. Une distanciation belle. Il y a aussi un côté terrible. La nuit, c'est quand même... Enfin, même s'il y a des étoiles, c'est noir. Il y a un côté terrible et beau. En fait, le terrible, on peut le supporter quand il y a de la beauté. Le terrible, on peut le supporter quand il y a de beauté. C'est beau ça. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on peut supporter beaucoup de choses quand il y a de la beauté. Et c'est pour ça aussi que j'écris. Je reviens aux objets de la demoiselle. Vous écrivez, la demoiselle est comme ce paquebot infime et majestueux qui passe à l'horizon avant la fin du soleil. Claire Boitel, vous êtes restée longtemps dans ce quelque part à voir s'éloigner la demoiselle. Oui. Oui, oui, je suis beaucoup dans la contemplation aussi. Et puis vous avez vu que c'est encore une image marine. Oui. Oui. Et vous n'avez pas peur pour elle qui partait vers le saison. C'est un peu comme quand vous allez dans l'eau, dans la mer, vous n'avez pas peur. Non, non, j'ai vu dans cette évocation la beauté. Effectivement, la beauté de la fin du jour peut-être. D'une finitude. Pardon? La beauté d'une finitude, parce qu'elle partait, c'est la roue. Oui, c'est toujours beau, quelque chose qui disparaît. Dans lequel de vos livres, dans tous probablement, vous vous sentez le plus vous? Alors, je me sens le plus moi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moi. Un objet de la demoiselle, c'est un peu comme une rose, justement. Oui. C'est-à-dire c'est assez bien dessiné, etc. Et c'est dans la retenue. Beaucoup. Beaucoup dans la retenue. Et La nuit et toi, c'est beaucoup plus... ça va enfin, plus loin au niveau de tous les sentiments qu'on peut éprouver. C'est assez extrême, La nuit et toi. Je suis tout à la fois. Je suis à la fois quelqu'un qui est très sérieux, qui est ponctuel. Non mais parce que tout le monde n'est pas comme ça. Donc je suis ponctuelle, mais aussi je peux aller dans les extrêmes. Voilà. Hélas, le temps nous oblige, nous allons être obligés d'arrêter. J'ai encore une question. Parfois, mes invités chantent ou récitent quelque chose. Est-ce que vous chantez, Claire, toute seule comme ça? Alors, j'ai chanté un petit peu, mais c'est pas vraiment mon truc actuellement. On peut avoir un extrait? Je voulais vous montrer un dessin que j'avais fait. Oui. Alors, j'avais fait des dessins à un moment donné, il n'y a pas très longtemps. En fait, avant, je faisais des peintures, et puis après, j'avais fait toute une série de dessins. Justement, il y a une rose. Alors, c'est le dernier. Donc, vous êtes une femme multiple quand même. En fait, oui, j'ai fait beaucoup de musique. J'ai même composé de la musique à 15 ans. Vous ne pouvez pas me chanter quelque chose et après vous montrez votre dessin? Un petit non, mais non, parce que... non, alors on regarde le dessin. Voilà, le dessin, c'est justement une rose qui est un peu perdue. Ah oui, elle est belle. Très belle. Voilà, j'ai fait ça en 2019 en fait.
Donc vous dessinez, vous peignez, Voilà, j'ai vous beaucoup écrivez, dessiné. vous faites du sport, Oui, le vous, sport. vous cherchez des trésors, vous faites parler les miroirs, vous les faites taire quand ça ne vous plaît pas. Vous avez une vie qui n'a pas été toujours très très facile et en même temps, vous êtes une femme énergique, heureuse. Et en même temps étonnante. Vous êtes originale. Mais ce qui est drôle, c'est que on me le dit souvent, et moi j'ai l'impression d'être mais vraiment banale à un point. Je crois qu'on ne vous... Comme je vous ai dit, quand vous êtes arrivé, on ne vous connaît pas. On vous lit, bien sûr, on se demande ce qui se passe dans vos livres. On sent, parce que vous parlez des roses, là, vous parlez des objets, on sent ça quand même. On sent aussi ce dédoublement des personnages, l'emprise que vous avez parfois sur l'un, l'autre qui est sous emprise aussi, on sent un peu ce jeu et tout ça. Mais en même temps, vous êtes étonnante. Voilà, peut-être c'est ce que je retiens de vous. Étonnante et je ne sais pas, vous avez une forme de bienveillance que je sens toujours à chaque fois que je vous vois. Oui, je suis bienveillante. Je ne peux pas toujours, évidemment, m'occuper des malheurs d'autrui, mais ça m'arrive quand même. Quelle est la question que j'aurais pu ne pas vous poser que vous auriez aimé que je vous pose? On n'a pas trop abordé en fait dans ces questions d'identité où finalement quand on écrit on peut entrer à la fois dans une femme, dans un homme. Alors racontez-moi ça. Oui, non mais parce que donc je peux être tous les personnages, enfin qu'ils soient des hommes ou des femmes, mais je trouve ça important de dire ça aujourd'hui parce que aujourd'hui on cantonne souvent les gens dans des cases. Voilà, des cases et moi j'ai l'impression de pouvoir être tout à la fois en fait. C'est formidable. Oui. Alors c'est peut-être parce que aussi j'ai fait beaucoup de sport donc. N'est-ce pas aussi parce que vous avez vécu longtemps seul avec la nature? Ça veut dire que vous étiez livré entre guillemets à vous-même et vous avez su, sans le savoir, parce que vous étiez jeune, profiter de tout ça et vous avez une imagination. Dans le sens encore plus qu'une imagination. C'est une vie. Oui, presque une... Vous savez, les sages qui allaient vivre tout seuls dans la nature, sauf que moi j'ai fait ça quand j'étais petite et après j'ai fait le mouvement contraire. J'étais une sage quand j'étais petite dans la nature et maintenant je suis plus en relation avec les gens, avec le monde. En tout cas, merci beaucoup. Merci, vraiment d'avoir accepté. C'était vraiment une rencontre un peu bavardage, rencontre à bâton rompu. Tout en ayant dit beaucoup de choses quand même, parce que vous nous avez ouvert des petites fenêtres sur vous, sur votre façon d'être, etc. Et je crois que à chaque fois qu'on vous verra, on imaginera tout ça. En tout cas, je vous remercie infiniment pour cette escale qui était pour moi vraiment... je ne sais pas si je vous connais plus, mais je sais que je me sens de mieux en mieux avec vous. J'aime beaucoup tout ce que vous nous avez raconté. Et en même temps, j'ai oublié de dire que vous étiez aussi, à part que vous êtes autrice, vous êtes... vous corrigez, vous êtes correctrice aussi. Oui, mais enfin bon. Voilà. En tout cas, un grand merci. Et nous finirons comme à l'habitude avec le générique de musique d'Alain Waro. Un grand merci, Claire. Mais un grand merci à vous. Et puis aussi, vous avez lu tous mes livres. Enfin, oui, j'ai lu. C'est incroyable quand même. Parce que je voulais vous chercher. Parce que, en même temps, je me rappelle d'un soir où, comme vous dites, vous êtes toujours en forme. Et je vois. Et tout le monde était crevé. Et c'était l'heure de rentrer. Vous étiez là dans plein de gens, à dîner. Et vous avez posé la question, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et quelqu'un vous a dit, mais on rentre à la maison maintenant. Et j'ai gardé de ça un fou rire. En même temps, je me dis, elle est tonique, elle est incroyable. Et là, vous m'expliquez cette énergie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.